Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail les différentes étapes de création d'un e-learning. Un processus qui peut paraître complexe si vous n'êtes pas familier avec ce domaine. Ce sujet m'a été inspiré car j'ai de plus en plus de prospects qui me contactent pour qu'on travaille ensemble mais qui ne connaissent pas du tout le processus de création d'un e-learning. Alors ça fait partie de mon job de leur expliquer, mais je me suis dit que j'allais carrément en faire une vidéo qui pourra potentiellement aider les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet e-learning avec un concepteur, mais qui ne savent absolument pas comment faire et par où commencer. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Meges Learning. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jean, ingénieure pédagogique et conceptrice de e-learning. Le but de ma chaîne, vulgariser les notions et concepts liés au digital learning, à la formation et de manière générale à la pédagogie des adultes. Si à la fin de cette vidéo, le contenu vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, partager et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochains contenus. Ici, dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes à partir desquelles moi, en tant que conceptrice pédagogique professionnelle, j'interviens. Mais en réalité, un projet e-learning, ça démarre même avant et ça continue après. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Première étape, l'analyse et la conception. Tout démarre avec l'analyse des besoins. Cette phase est cruciale et consiste à identifier les besoins de formation du client. Elle comprend aussi l'analyse de sa cible, de sa charte graphique, la définition des objectifs pédagogiques, le choix des médias à intégrer, vidéo, voix off, etc. Le choix de la démarche pédagogique adaptée à la cible, l'analyse des potentielles contraintes techniques et l'écoute des attentes du client. S'ensuit alors la rédaction du cahier des charges et l'élaboration du planning du projet. Ensuite, on va avoir la rédaction du scénario pédagogique. Alors on peut commencer par faire un scénario pédagogique qu'on appelle abstrait, c'est-à-dire élaborer une carte mentale représentant les grandes idées et la structure globale de la formation. Puis on va passer à la rédaction d'un scénario pédagogique qu'on appelle détaillé. Donc ici on crée un document, dans mon cas un Excel, détaillant les contenus, les plans, les scripts, les objectifs globaux, les objectifs pédagogiques détaillés, les activités, les ressources, les évaluations pour chaque module. Et tout cela est évidemment adapté au domaine et aux besoins du client qui ont été discutés en amont dans la phase précédente de l'analyse des besoins. Cette phase de scénarisation pédagogique, c'est un peu, comme je dirais, le squelette de votre formation e-learning. Vient ensuite la phase de production des contenus. Dans cette phase, on va avoir plusieurs étapes telles que la rédaction du contenu, donc rédiger les textes, les scripts pour les voix off et les vidéos, puis la création des médias, c'est-à-dire préparer les visuels, les éléments multimédia tels que des animations, des infographies, qui seront ensuite intégrés à la formation. Ensuite, on va avoir la conception du storyboard. Donc ici, un storyboard, ça sert à concevoir l'aspect graphique de la formation, afin que le client puisse se projeter. En général, c'est un document type PowerPoint avec différents slides qui permet d'avoir une idée assez précise de ce à quoi le e-learning va ressembler graphiquement. D'où le fait qu'on demande la charte graphique du client en amont, là encore pendant la phase d'analyse des besoins. Le storyboard sert également de guide pour l'intégration des contenus dans l'outil qu'on appelle l'outil auteur. Donc si on reprend mon analogie de tout à l'heure avec le corps humain, le scénario c'était le squelette de votre e-learning, le storyboard c'est un peu comme si vous ajoutiez les muscles, la peau et que vous commenciez à choisir la couleur des cheveux, des yeux, etc. Troisième phase qui concerne la médiatisation, l'intégration et la mise en ligne. Tout d'abord, on va avoir l'intégration des éléments dans l'outil auteur. Il s'agit donc d'intégrer les médias et le storyboard dans l'outil auteur, dans mon cas, Geniali. Ensuite, on va incorporer les interactivités, les animations et les potentiels éléments de gamification. Ça y est, on est en train de donner vie à notre e-learning, de lui faire battre son cœur, de mettre la machine en route. Ensuite, on va avoir la mise en ligne de ce e-learning. C'est-à-dire qu'une fois que le e-learning est entièrement conçu et fonctionnel, se pose la question de comment les apprenants ont
accès à ce e-learning, puisque jusque-là, votre e-learning, c'est juste un fichier qui a un certain format, mais ça j'en reparlerai plus tard sur ma chaîne des différents formats de fichiers de e-learning. Mais là, j'ai juste un énorme fichier que je transfère à mon client, mais après, comment est-ce que chaque apprenant se connecte au e-learning et commence la formation? C'est tout le but de cette phase de mise en ligne du contenu sur le LMS, le Learning Management System. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez déjà ce qu'est un LMS. Sinon, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Donc ici, il s'agit de charger le contenu de la formation sur la plateforme LMS pour permettre l'accès des apprenants à ce contenu. Il est important de s'assurer que la formation, et donc le LMS, est accessible avec les différents navigateurs et dispositifs techniques des apprenants. Normalement, ce point a été vu au moment de l'analyse du besoin. C'est pour ça que cette analyse et cette toute première phase est aussi importante. Ensuite, on va avoir une phase de test, de suivi et d'évaluation. Et dans cette phase, on va d'abord avoir l'étape de test et révision, c'est-à-dire qu'on va effectuer des tests sur la formation, ce qu'on appelle le recettage de la formation, pour vérifier la cohérence, l'ergonomie, l'expérience utilisateur et l'efficacité des activités pédagogiques, pour ensuite procéder aux ajustements si nécessaire. Puis, on va rentrer dans une phase de lancement avec des bêta-testeurs. En général, ce que je recommande, c'est de rendre le contenu de la formation disponible auprès d'un petit groupe d'apprenants qui vont être des bêta-testeurs et assurer d'abord un suivi juste auprès d'eux, puis de lancer au grand public, ce qui permet de recueillir les feedbacks de ces bêta-testeurs et de potentiellement ajuster. Une fois le lancement au grand public effectué, on va passer à une phase d'analyse, cette fois l'analyse des Learning Analytics. Ici, on va étudier les données d'apprentissage pour comprendre comment les apprenants interagissent avec le contenu. Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de la formation? Sinon, où est-ce qu'ils s'arrêtent? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés, qu'elles soient d'ordre technique ou en relation avec leur apprentissage, etc. Puis, on va identifier les points d'amélioration pour pouvoir les mettre en application dans une prochaine version. Et enfin, l'évaluation des résultats. Oui, parce que, évidemment, on va mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques en fonction des indicateurs définis au préalable, pendant l'analyse des besoins, et ajuster le contenu de la formation en conséquence dans une prochaine version. Il est important de noter que ce processus de création d'un e-learning peut prendre du temps, car il est essentiel de suivre une méthodologie rigoureuse pour assurer la qualité de la formation. J'en parle notamment dans ma précédente vidéo, celle de la semaine dernière sur l'ingénierie pédagogique. La méthode qu'on utilise s'appelle la méthode ADDIE. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je reviens sur cette méthode beaucoup plus en détail. Donc il est essentiel de suivre cette méthodologie rigoureuse pour assurer la qualité de la formation. Cependant, en faisant appel à un professionnel de la conception de e-learning, vous pouvez vous assurer que le projet sera géré de manière optimale et que les livrables seront rendus et prêts à temps. Je vous le disais en début de vidéo, ces étapes sont des étapes durant lesquelles j'interviens le plus. Mais en réalité, votre projet démarre bien avant. Et donc, avant de vous lancer dans un projet de formation, et notamment de formation e-learning, il est important de bien se poser les questions suivantes. Premièrement, quelles sont les compétences visées par la formation? Quelles sont les compétences que vous voulez que vos apprenants acquièrent à la fin de la formation? 2. Quel est votre public cible? Le profil de vos apprenants, leurs besoins spécifiques et leurs prérequis éventuels. 3. Quelles sont vos attentes à vous en termes de durée, de format, de modalité de la formation? Est-ce que vous voulez de la gamification? 4. Quelles sont les contraintes techniques? La compatibilité avec un LMS spécifique, les contraintes en termes d'accessibilité, etc. 5, évidemment, quel est votre budget et les délais souhaités pour la sortie de votre module. Et enfin, 6e question à se poser, est-ce que vous avez déjà du contenu
des ressources, des médias, des supports pédagogiques, une méthode d'évaluation, etc., que vous souhaitez absolument inclure dans votre formation. Ça, c'est pour les questions à se poser en amont. Mais une fois le e-learning terminé, il reste encore des étapes, notamment la phase d'amélioration continue et la maintenance. Cette phase comprend la collecte de retours et de suggestions d'amélioration en continu. Ici, il s'agit de recueillir régulièrement les retours et suggestions des apprenants et de toutes les autres parties prenantes du projet pour améliorer la qualité de la formation dans la durée. Ensuite, il y a une étape de mise à jour et d'amélioration continue du contenu. Sur la base des retours et suggestions obtenus à l'étape d'avant, vous pouvez effectuer des modifications et des mises à jour régulières pour garantir la pertinence et surtout l'actualité de la formation, d'autant plus si vous formez sur des savoirs entre guillemets périssables. Et enfin, la maintenance technique. Il faut vous assurer de la maintenance technique de la formation, avoir une équipe support en cas de problèmes techniques rencontrés par les apprenants, résoudre ces problèmes techniques potentiels et veiller à ce que la formation soit compatible avec les évolutions technologiques qui sont très rapides. La création d'un e-learning de qualité requiert une expertise et un savoir-faire spécifique. Faire appel à un professionnel expérimenté dans la conception pédagogique vous garantit une formation engageante et efficace. Je mets mon portfolio en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller le consulter et à me contacter si vous avez besoin d'aide pour la conception de votre e-learning. Je vous recommande de réécouter ma vidéo en prenant des notes. Et n'hésitez pas à appuyer sur pause pour raccrocher ce que je dis dans la vidéo à votre propre projet pour voir si ça fait sens pour vous. Voilà, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'être resté tout le long de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez ajouter des éléments ou si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je sais que cette vidéo était bourrée d'informations et que si vous êtes plutôt débutant ou au tout début, voire aux prémices de votre projet de conception e-learning, ça peut paraître un projet absolument énorme et fou. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour la réalisation de ce projet. Si vous avez trouvé ce contenu utile, alors likez, commentez, partagez et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. C'était Jean de Mejes Learning. À très bientôt.